Donc bonjour à tous, merci beaucoup de vous être connectés ce matin. Donc on est ravis, le FIR est ravi d'accueillir Clément Badier, qui est président CEO de la NEC Initiative, et Vincent de Chilaz, responsable de la des méthodologies et de la data pour la NEC Initiative, qui est une mesure environnementale holistique créée en 2015, comme nous allons le voir. Ils vont donc nous présenter les principaux aspects de la méthode en mettant l'accès sur les nouveautés introduites dans la version appelée 1.1, concernant donc des nouveautés concernant plus spécifiquement la biodiversité et le secteur de la finance. Donc pour rappel, cette année, le FIR s'est appuyé sur la NEC Initiative pour ajouter un œil expert à son analyse des réponses des entreprises du CAC 40 à ces questions écrites sur le pilier environnemental en Assemblée générale. Et c'est dans ce contexte que nous sommes donc très heureux aujourd'hui de donner l'opportunité à Clément et Vincent de présenter plus en détail la méthodologie de la NEC Initiative et ses récentes mises à jour. Pour information, on a donc 45 minutes de présentation et ensuite on aura 15 minutes consacrées aux questions-réponses. Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat ou dans le Q&A. Voilà, on pourra y répondre aussi au fur et à mesure si on peut. Et on vous ouvrira votre micro à la fin si vous le souhaitez aussi. Voilà, cède la parole à Clément, que je remercie encore une fois. Merci Marie, merci à vous de nous accueillir. Bonjour à tous. Nous sommes ravis avec Vincent d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec vous. Effectivement, comme Marie l'a précisé en introduction, très récemment, nous avons eu le plaisir, là, sur les semaines et mois qui viennent de passer, de collaborer avec les équipes du FIR pour que la notation, le scoring NEC puisse être intégré dans le dernier rapport en date du FIR sur la transparence des acteurs du CAC 40, dont je extrait un élément ici pour illustration. En un mot, les éléments de transparence venaient donc évaluer la capacité des entreprises du CAC 40 à faire action de transparence dans leur reporting, d'une part. La NEC, on va le voir aujourd'hui, fait un travail différent. Elle se concentre sur les impacts d'une entreprise. Une entreprise peut être très transparente sur sa communication et avoir des impacts très forts sur l'environnement. À l'inverse, une entreprise peut être très opaque dans sa transparence, tout en développant un modèle d'affaires qui soit plutôt vertueux d'un point de vue environnemental. Et c'est ces deux éléments qui étaient évalués par les questionnaires d'une FIR d'une part et puis par l'ANEC d'autre part. Aujourd'hui, on a prévu ces 40 minutes d'intervention sur les points suivants qui sont précisés ici. D'abord, une introduction générale assez rapide sur ce qu'est l'ANEC pour ceux d'entre vous qui la connaissent moins bien. Un deuxième élément sur ses usages et ses applications, par qui elle est utilisée, pourquoi, comment aujourd'hui, avant de faire un point de focus, comme l'a évoqué Marie, sur le nouveau versionning de l'ANEC, avec un point d'attention sur la biodiversité, la prise en compte de la biodiversité dans le scoring NEC d'une part, et puis un focus qui nous semblait pertinent en préparant cette réunion avec les équipes du FIR, sur la façon dont l'ANEC, quel regard, quelle analyse plus exactement, porte l'ANEC sur les acteurs du secteur financier. Ce que je souhaitais préciser également en introduction, et c'est important, cette présentation, elle n'a pas une vocation commerciale. Et je le précisais en faisant un point d'attention sur la gouvernance de l'ANEC Initiative. L'ANEC en tant que méthodologie, NEC signifiant Net Environmental Contribution, a été créée historiquement par des investisseurs pour leur usage propre, plus exactement par la société Sycomore Asset Management. Avant de faire l'objet, depuis fin 2018, donc on se parle de quasiment 5 ans maintenant, 4-5 ans, d'une démarche d'ouverture et de collaboration. L'ANEC, maintenant, elle est développée par des investisseurs pour des investisseurs. Il se trouve que l'ANEC Initiative a pris un statut d'entreprise, SAS, entreprise à mission, donc elle a bien un statut juridique d'une entreprise à but lucratif, mais sa raison d'être profonde, son modèle même, c'est celui de la collaboration et de la transparence. Le développement méthodologique autant que son déploiement s'inscrit dans cette volonté de fédérer des acteurs du marché, des investisseurs institutionnels, donc sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion, asset managers, asset owners, dans une démarche collaborative pour que tous ensemble puissent travailler sur le développement de cet outil, à son amélioration méthodologique, pour que tous puissent progresser en développant quelque chose qui soit utile à tous les acteurs du marché. Et c'est vraiment cette logique de collaboration, d'ouverture qu'on a souhaité aujourd'hui
vous présenter quelles ont été les réflexions sous-jacentes à la création de cet indicateur, les raisons pour lesquelles euh, il s'inscrit dans une démarche méthodologique un peu particulière et prendre comme occasion, effectivement, comme on l'a évoqué, le nouveau versionning de l'ANEC pour faire des points sur des éléments d'actualité méthodologique. Euh, si on parle pour se lancer maintenant dans cette présentation, et je suis accompagné de Vincent de Chilas, qui, comme vous l'a dit Marie, est le Head of Methodology and Data, comme on dit en bon français, donc le coordinateur, le maître à penser de la méthodologie NEC et de tous les sujets data qui y sont liés, étant moi-même le CEO de cette structure NEC Initiative. Parlons un peu de je dirais, la présentation générique et d'introduction de ce qu'est la NEC. Et pour commencer, en partant du constat qui a été établi par les créateurs de la NEC. Ils ont, ils sont partis d'un constat concernant les limites, les biais éventuels ou les manques des indicateurs traditionnellement existants sur le marché de l'ESG. Le premier constat, c'est le caractère biaisé de certaines analyses, quel cas des analyses comme celle de l'empreinte carbone ou l'intensité carbone, qui ont beaucoup d'usages, beaucoup d'intérêt, mais qui introduisent des biais dès lors qu'on veut les agréger à l'échelle d'un portefeuille. Utiliser l'empreinte carbone ou l'intensité carbone pour comparer des acteurs de secteurs complètement différents introduit des biais d'analyse qui sont particulièrement pénalisants pour des investisseurs, quelles que soient les classes d'actifs concernées. Le deuxième élément, c'est la dimension de couverture environnementale. Les indicateurs considèrent-ils l'ensemble des enjeux environnementaux dans leurs analyses ou sont-ils concentrés exclusivement sur le climat, ce qui est le cas de la plupart des indicateurs ou des outils ou des méthodologies historiques? Ou alors, pour les plus récents, ils s'intéressent à d'autres enjeux environnementaux, comme la question des impacts des activités économiques sur la biodiversité, mais en les considérant de manière isolée, le climat d'un côté et la biodiversité de l'autre. Troisième élément, troisième limite, troisième manque constaté dans les analyses ou les méthodes traditionnellement répandues sur le marché de l'ESG, c'est leur caractère binaire. Euh, Certaines analyses qui ont une utilité évidente sont celles des approches en exclusion qui ont pour objectif d'aller identifier, comme vous savez très bien, les activités, on va schématiser, qu'on va qualifier de plus brunes, à l'opposé des métriques d'alignement qui ont pour objectif d'aller identifier les activités les plus vertes. On pourrait citer tous les travaux qui sous-tendent la création des critères d'alignement tels qu'ils sont définis dans la taxonomie européenne, par exemple. Ces approches ont une utilité évidente, mais elles ne permettent pas de comparer et d'analyser l'ensemble des activités économiques, des plus vertes aux plus brunes, en passant par toutes les nuances de transition. Elles sont binaires, elles identifient le brun très foncé, le vert très foncé, si je prends ces images un petit peu simplifiées, mais ne permettent pas voilà, d'apporter une forme de granularité dans l'analyse. Dernier élément, il est souvent fait reproche aux acteurs du marché de la donnée ESG de ne pas faire acte de transparence complète sur les sous-jacents méthodologiques. Comment est construite une méthodologie? Comment est construit un indicateur? Quelles sont les sources de données qui ont été utilisées et qui sont rentrées en ligne de compte dans sa création? Que mesure-t-il, que ne mesure-t-il pas? Et il est souvent fait reproche à des grands acteurs ou comme à des plus petits acteurs du marché d'être source de confusion dès lors qu'ils ne sont pas complètement dans les exercices de transparence sur leur méthodologie. C'est ce qui a motivé les créateurs de l'ANEC à définir un cahier des charges qui s'appuie sur 5 éléments clés. Le premier, c'est celui de construire une approche qui soit holistique d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire qui tienne compte à la fois des enjeux du climat, de la biodiversité et des ressources. Deuxième élément, de construire une approche qui soit intellectuellement, méthodologiquement parlant, celle de l'ACV, analyse du cycle de vie. Pour ceux ou celles d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cet acronyme, l'analyse du cycle de vie est une méthode normée, bien plus ancienne que l'ANEC, qui consiste à considérer l'ensemble des enjeux environnementaux d'un produit ou d'un service tout au long des étapes du cycle de vie du produit ou service en question, de l'extraction des matières premières jusqu'à la gestion des ressources en fin de vie, en passant par les étapes de transformation et d'usage.
C'est donc une approche qui est très exhaustive et exigeante, mais qui a le mérite de vouloir s'attacher à ne faire l'abstraction d'aucune étape dans la vie d'un produit ou d'un service. Troisième élément, l'ANEC a été pensée pour être globale, à savoir qu'elle est applicable et appliquée à toute classe d'actifs, tout type d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, grande, qu'elle soit cotée ou non, de toute géographie. Quatrième élément qui concerne plus le comment que le quoi, l'ANEC est transparente. Pour dire la chose de manière encore plus claire, plus concrète, l'ANEC fait l'objet d'une documentation de 300 pages d'explications méthodologiques qui viennent détailler et expliquer de manière publique et accessible à tout un chacun, référencée sur notre site internet et accessible sans aucune condition particulière, qui vient détailler l'ensemble des étapes de construction de notre méthodologie, ce qui rend cet outil opposable d'un point de vue scientifique. Et j'en reviens à ce que j'expliquais en introduction sur la gouvernance de cette métrique. L'ANEC est aujourd'hui portée par une société, donc une société à but lucratif, mais foncièrement, sa démarche reste collaborative et ouverte. Et donc, cette ouverture et cette collaboration se traduit par cette transparence complète dans les sous-jacents de la méthodologie. Dernier élément qui a une importance clé pour comprendre ce qu'est l'ANEC, l'ANEC offre une approche granulaire. Concrètement, elle permet de comparer sur une échelle de 200 nuances les activités les plus brunes d'un côté aux activités les plus vertes, en passant par toutes les nuances possibles de la transition et de la contribution à la transition écologique. Si on zoome un instant sur ce triptyque climat, biodiversité, ressources, voici les 9 catégories d'impact qui sont couvertes par l'analyse de l'ANEC. J'attire votre attention sur un élément qu'on a voulu traduire visuellement de manière assez simple. Vous voyez ce code couleur dans cette description des différentes catégories d'impact couvertes par l'ANEC. Vous voyez qu'il y a du vert partout. Il y a du vert partout. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on s'intéresse aux enjeux environnementaux, il est absolument impossible de faire abstraction des impacts sur la biodiversité. Tout impact environnemental touche inévitablement des dimensions environnementales que l'on recoupe sous cette notion de biodiversité. Se concentrer exclusivement sur les impacts sur le climat, c'est faire l'abstraction sur l'essentiel, le cœur des impacts des activités économiques sur la nature, sur l'environnement. Et pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les travaux de l'IPBES, qui est à l'échelle internationale l'équivalent du GIEC, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, on retrouve bien, on a fait cet exercice de comparaison, l'ensemble des 5 principales sources de pression exercées sur la biodiversité telles qu'elles sont définies par l'IPBES. Exception faite, que vous voyez en bas à droite de ce slide, de la question des espèces invasives, qui est pour le moment dans l'angle mort de l'ensemble des méthodologies environnementales. Quelle est l'ambition de l'ANEC? À quoi répond ce scoring? L'ambition de l'ANEC, c'est d'apporter une réponse aussi simple que possible à une question complexe. La question complexe est la suivante: dans quelle mesure le produit, le service ou l'entreprise que j'analyse contribue-t-il ou contribue-t-elle à la transition écologique? Et cette réponse qui se veut aussi simple, elle s'exprime aussi simple que possible, elle s'exprime en un chiffre unique qui s'étire de moins 100% à plus 100%, moins 100% pour les activités les plus destructrices de capital naturel, jusqu'à plus 100% pour les activités qui génèrent le moins d'impact sur l'environnement. On trouvera à gauche du spectre de l'échelle NEC des activités comme la production d'électricité à base de charbon, le transport de fret en aérien, l'industrie de la viande bovine par exemple, la production d'électricité à base de pétrole est dans un score à moins 64%, le charbon aux alentours de moins 100, jusqu'à plus 100% donc pour les activités qui vont répondre au même type de fonctionnalité mais en générant le moins d'impact sur l'environnement. La production d'électricité à base de charbon sera tout à gauche, la production d'électricité d'origine hydroélectrique sera plutôt tout à droite sur le score, sur une échelle NEC. Transport de fret en aérien sera tout à gauche, le transport de fret ferroviaire ou fluvial sera plutôt tout à droite. L'industrie de la viande bovine tout à gauche et un producteur de légumineuses bio à agriculture régénérative en vrac aura un score très positif à droite. En passant par 0%, qui correspond par construction, dans notre construction méthodologique, à l'empreinte environnementale moyenne sur une base mondiale.
Si bien qu'une entreprise qui aura un score proche de zéro ne pourra pas se réjouir en s'imaginant sous une forme de neutralité environnementale. Au contraire, un score de 0% signifie qu'une entreprise n'est ni plus ni moins impactante sur l'environnement que la moyenne de son marché, que la moyenne de sa chaîne de valeur. Or, vous le savez aussi bien que nous, malheureusement, l'économie actuelle nous emmène tout droit, ne serait-ce que sur la question climatique, vers un monde à plus 4 degrés. Donc, quand on est dans la moyenne de l'économie en termes d'impact environnemental, on est très loin d'être aligné d'être positivement contributeur à la transition écologique. Quelques éléments encore de comparaison pour faire écho à l'introduction sur les limites observées des métriques existantes sur le marché. L'ANEC apporte une dimension de complémentarité par rapport à une approche qui est bien connue de tout un chacun dans le secteur qui vous occupe, à savoir la taxonomie européenne. On a fait l'exercice de mesurer, dans le cadre des travaux que nous avons fait avec le FIR pour le fameux rapport sur la transparence des acteurs du CAC 40, de calculer la part alignée des activités des entreprises du CAC 40. On est arrivé au chiffre de 3,5%. C'est un chiffre qui a une utilité, encore une fois. Hein. L'idée, ce n'est surtout pas de critiquer la taxonomie européenne qui a beaucoup d'intérêt, mais juste d'illustrer le fait qu'elle elle ne répond pas à toutes les questions. Et si elle permet d'identifier les activités les plus vertes, encore une fois, qui représentent 3,5% des activités CAC 40, elle est aveugle sur les 96,5 autres pourcents d'activités. Autant d'activités sur lesquelles l'ANEC, comme vous l'avez vu dans le rapport du FIR, a un regard et porte un regard d'analyse. Et donc, de ce fait-là, l'ANEC apporte un élément de complémentarité assez clé. L'ANEC a donc pour objectif d'être basé sur les impacts, enfin, pour objectif comme élément constitutif, pardon, d'être basé sur les impacts, suivre une logique d'analyse de cycle de vie, d'être holistique dans la compréhension environnementale, d'être granulaire et transparente. Alors à ce stade, vous pourriez me dire, mais en fait, l'ANEC lave plus blanc que blanc, c'est merveilleux. Alors ce n'est pas l'enjeu de mon propos, mais plutôt encore une fois, au risque de me répéter, d'évoquer le fait que l'ANEC a été créée par des praticiens. J'ai vu la liste des personnes qui étaient inscrites pour participer à ce webinaire. J'ai vu que parmi vous, il y avait des représentants des sociétés de gestion, des représentants d'investisseurs institutionnels ou d'autres structures qui, directement ou indirectement, et vous êtes tous des acteurs d'abord de l'investissement, bien entendu, mais en général et en particulier de l'investissement durable. L'ANEC a été créée par des praticiens qui étaient confrontés aux mêmes défis, aux mêmes problématiques que vous, j'imagine, que la plupart d'entre vous. Et donc, ils ont créé cet outil NEC pour apporter des réponses à ce qu'ils constataient comme étant des biais et des manquements sur les métriques existants. Et donc, l'ANEC tend à apporter des réponses à ces fameux manquements et limites. À quoi sert l'ANEC? Quels sont ses usages? Concrètement, comment les investisseurs qui l'utilisent aujourd'hui? Dans cette présentation qui vous sera, j'imagine, partagée, on a détaillé les 5 usages qui sont précisés ici, mais je ne vais partager que ce slide-ci, et je vous laisserai le soin, ou éventuellement d'y répondre dans la session de questions-réponses à la fin, de faire des points de focus plus particulièrement sur les uns ou les autres de ces usages. Tout d'abord, l'ANEC, il faut le penser, je dirais, chronologiquement dans le parcours d'un investisseur. L'ANEC est un outil d'aide à la décision d'investissement. Que je sois un acteur du private equity dans une phase de due diligence, que je sois un acteur de la finance de marché pour nourrir une stratégie de stock picking, que je sois, et ça fait le lien entre le point 1 et le point 2 de ces slides, que je sois un fournisseur d'indices, motivé par la création d'indices à thématique environnementale. L'ANEC m'offre ce critère de décision d'investissement, puisqu'elle porte un regard scientifique, froid, sur la performance environnementale des émetteurs, et donc permet aux acteurs du secteur financier, aux investisseurs, de choisir, de sélectionner des investissements, de sélectionner des futures participations sur la base de leur performance environnementale. Troisième élément qui est évoqué dans cette slide, c'est le rôle que l'ANEC joue dans des logiques d'engagement. Parce qu'elle est transparente, parce qu'on sait comment elle est fabriquée, comment elle est conçue, l'ANEC offre une forme de langage commun entre d'un côté les investisseurs et d'autre part les participations. Elle permet ainsi de nourrir des dialogues, des discussions orientées sur la question environnementale entre les investisseurs et leurs participations.
permettant de fixer éventuellement des trajectoires de progression, des objectifs de NEC à des horizons de 5-10 ans, et permettant également de nourrir des discussions assez argumentées sur la dimension environnementale, puisque on permet, quand on calcule le score NEC d'entreprise, de comprendre ce qui joue à la hausse ou à la baisse dans les produits, services de l'entreprise, dans ses pratiques business, ce qui va jouer à la hausse ou à la baisse sur sa performance environnementale telle qu'elle est évaluée par l'ANEC. Ça équipe donc les investisseurs pour pouvoir argumenter auprès de leur participation et challenger éventuellement leur stratégie environnementale. Quatrième élément, elle accompagne les investisseurs dans des démarches de conformité réglementaire pour appuyer des argumentations consistant à classifier ces fonds en articles 8 ou 9, par exemple. Et certains des membres du FIR l'utilisent également pour nourrir leur reporting, précédemment article 173 et désormais article 29, par exemple. Enfin, et c'est l'usage qui en est le plus largement répandu parmi ses utilisateurs, l'ANEC est un outil de reporting qui a le mérite de la lisibilité par tout type d'audience, par tout type de cible. Et donc, comme je l'évoquais, dans cette présentation qui vous sera partagée, il y a un focus sur chacun de ces 5 usages. Focus assez léger avec à chaque fois un exemple qui envoie vers un cas d'usage précis. Sycomore Asset Management, Swell Capital Partner, Groupama Asset Management, BNP, certaines filiales de BNP Paribas. Ce sont des illustrations qui ne sont pas exhaustives pour illustrer certains cas d'usage de l'ANEC. Les mots que je voulais partager également avec vous assez rapidement. L'ANEC a un ADN très fort dans le secteur financier puisqu'elle a été créée par une société de gestion. Mais récemment, pour l'entreprise SPI à gauche, ça fait 2-3 ans déjà maintenant. Pour Michelin, c'est plus récent, on se parle en mois et non pas en années. Des acteurs non financiers commencent à l'utiliser avec cette double logique, très proche de celle qui nourrit les motivations des acteurs du secteur financier, pour reporter sur leur activité ou pour nourrir leur stratégie, non pas d'investissement, mais leur stratégie de déploiement de leur gamme de produits ou services dans le cas de Michelin. Dernier élément d'usage qui nous semble particulièrement spécifique et pertinent pour comprendre le rôle de l'ANEC. Elle constitue un outil particulièrement utile pour mesurer, quantifier, évaluer aussi bien la direction que la vitesse des évolutions des modèles économiques. Dans le cas d'entreprises qui sont complètement transformées comme Ørsted, qui s'appelait précédemment Dong, Danish Oil and Natural Gas, qui a décidé en 2008 de sortir du oil and gas pour devenir Ørsted, un pur player des énergies renouvelables, en particulier de l'éolien offshore, ou à l'inverse, illustré en bas de ce slide, pour aller évaluer l'impact d'une décision de M&A qui était celle de Bayer quand Bayer a fait l'acquisition de Monsanto. L'ANEC permet d'aller évaluer et mesurer ces types de décisions d'entreprise ou d'évolution de business model. Marie l'évoquait en introduction, après 4 années de R&D entre 2015 et 2018, qui a donné jour à la méthodologie NEC actuellement utilisée par nos utilisateurs, nous avons passé 2 ans à mettre à jour notre métrique pour créer cette nouvelle version que nous avons appelée la V1.1. Alors pourquoi nous avons mis en œuvre tous ces travaux? D'abord parce que la NEC est une méthodologie vivante qui nécessite des mises à jour, qui nécessite d'être continuellement enrichie, nourrie, au risque d'être obsolète, comme toute méthodologie environnementale, ne serait-ce que compte tenu de l'évolution de la science et de l'évolution qu'on a et qui s'observe d'une année sur l'autre. L'évolution que nous avons, de la compréhension de la nature autant que de l'intensité des impacts des activités économiques sur l'environnement. Et donc, tout ce travail d'amélioration, d'enrichissement, il s'est traduit par 3 éléments. D'abord, mise à jour de l'ensemble des un peu plus de 250 sources de données qui sont sous-jacentes dans la création de notre indicateur. Deuxièmement, une amélioration, un enrichissement des référentiels, des structures sectorielles, on appelle ça des référentiels, des regroupements sectoriels de l'ANEC. Et puis troisièmement, une extension avec l'ajout de nouvelles approches sectorielles, l'une dédiée au secteur de la finance, dont Vincent va vous parler, qui nous permet désormais de couvrir différentes activités des acteurs du secteur financier. Il était possible dans la configuration actuelle de l'ANEC
de se pencher sur l'analyse des acteurs de ce secteur, mais à un niveau de granularité qui ne nous semblait pas satisfaisant. Et donc, nous avons décidé de dédier tout un pan de notre méthodologie spécifiquement à ce secteur, d'une part, et d'autre part, pour des raisons un peu équivalentes, mais sur un secteur différent, nous avons également décidé de déployer un nouveau module appliqué au secteur de la pharmacie, des laboratoires pharmaceutiques. Euh, Par quoi se traduit, quelques éléments, par quoi se traduit essentiellement cette amélioration de la méthodologie NEC? D'une part, une amélioration de son niveau de discrimination, c'est-à-dire que sur une échelle de -100 à +100, le fait d'avoir travaillé à plus de détails, plus de granularité nous permet de réduire le nombre d'entreprises qui sont scorées à 0% ou autour des 0%, et donc de pouvoir un peu étirer les scores et être davantage discriminant par rapport à ce niveau de détail qui était le nôtre jusqu'à présent. Deuxième élément, l'ajout de nouveaux produits. Alors, c'est évidemment pas exhaustif, mais on peut désormais calculer l'ANEC des acteurs du secteur des semi-conducteurs, des acteurs de la blockchain. On a rajouté différents nouvelles tout notre pan méthodologique consacré au secteur de l'habillement et des textiles, rajouter des nouvelles fibres, des nouveaux types de véhicules, des nouveaux types de matériaux dans la construction. On a affiné les travaux sur l'hydrogène et la méthanisation pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces secteurs d'activité. Concrètement, on a rajouté différents produits et services qui n'étaient pas encore considérés par l'ANEC. Et puis, on a affiné également un élément qui est particulièrement important et qui fait l'objet de beaucoup d'attention de la part du secteur financier. Euh, on a poussé, je dirais, le niveau de granularité et de finesse sur l'intégration des enjeux environnementaux concernant la biodiversité. Euh, les enjeux climatiques, en comparaison, sont plus faciles à analyser, plus faciles à intégrer, puisqu'ils sont plus facilement quantifiables. Vous avez certainement entendu parler de cette métrique qui est communément admise, qui est l'équivalent CO2, qui permet d'agréger des émissions de CO2, des émissions de méthane, des émissions de protoxyde d'azote, des émissions des différents gaz qui rentrent sous la définition des gaz à effet de serre. Et cette métrique est communément acceptée, communément admise. Et puis, ces gaz à effet de serre sont, je dirais, relativement quantifiables et comparables. Dès lors qu'on s'intéresse aux enjeux de la biodiversité, on s'intéresse à une multitude d'impacts environnementaux. Certains qui sont quantifiables en l'état pris isolément, d'autres pas du tout. Et qu'ils le soient quantifiables ou non, il est très difficile de les agréger. Comment agréger On peut agréger des émissions de CO2 et des émissions de méthane. Comment agréger un impact en termes de pollution de l'eau, avec un impact en termes de pollution de l'air, avec un impact en termes de changement d'usage des sols, un impact qui concerne la notion d'eutrophisation, avec un impact qui concerne la notion de quantité d'eau consommée, etc. Il est très très difficile, c'est la raison pour laquelle les métriques qui concernent l'étude des impacts sur la biodiversité sont moins avancées que leurs équivalents sur la dimension climatique. Mais il n'est pas du tout impossible, au contraire, de s'intéresser aux impacts des activités économiques sur la biodiversité. C'est ce que fait l'ANEC depuis 2015. Et donc, on l'approche de manière quantitative dès lors qu'on peut le faire, ou à défaut de manière qualitative. Je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, pour rendre les choses un peu concrètes, 3 exemples de la façon dont nous avons tâché de pousser le curseur de l'intégration des enjeux de biodiversité dans notre compréhension dans l'ANEC et donc dans notre compréhension des performances environnementales des activités économiques. Premier exemple, appliqué au secteur de la mobilité et des transports, et plus spécifiquement à l'analyse des infrastructures. Quel regard l'ANEC porte sur les infrastructures portuaires, aéroportuaires, sur des autoroutes, sur des lignes de chemin de fer? Ce qui peut nous amener à calculer l'ANEC d'une entreprise comme Vinci, par exemple, sur leur activité qui concerne les réseaux autoroutiers. Jusqu'à présent, dans l'ANEC 1.0, on partait du principe que, si je prends l'exemple d'une autoroute, enfin, de n'importe quelle infrastructure, on partait du principe qu'une infrastructure est liée aux mobilités auxquelles elle est rattachée aux mobilités qu'elle permet finalement. Autrement dit, l'ANEC d'un aéroport, c'était l'ANEC moyenne du transport aérien sur une base mondiale. L'ANEC d'un port, c'était l'ANEC du transport maritime.
Et la NEC d'une autoroute, c'était la moyenne des NEC des différents véhicules qui roulent sur les autoroutes. On a des données publiques sur le fait que sur les autoroutes en France, par exemple, roulent en moyenne X% de voitures, Y% de camions, Z% de motos. Et ayant calculé la NEC de ces différents véhicules, on pouvait calculer la NEC d'une autoroute. Cette logique-là, elle prévaut toujours dans la NEC des 1.1, parce qu'elle fait de toute façon beaucoup de sens dans une logique de chaîne de valeur. Euh, un aéroport sans avion ne sert à rien. Une autoroute, s'il n'y a pas de véhicule qui roule dessus, ne sert à rien. Et leur raison d'être n'est que de permettre aux avions de décoller ou d'atterrir, ou pour les autoroutes, de permettre aux véhicules de rouler. Néanmoins, on a souhaité affiner et avoir une meilleure intégration de l'enjeu biodiversité quand on s'intéresse aux constructeurs et aux opérateurs de ces différentes infrastructures. Et donc, on y a rajouté deux éléments. Un premier qui vient capturer de manière qualitative, pardon, semi-quantitative, la notion de fragmentation des espaces. Euh, les infrastructures en particulier, ou essentiellement ferroviaires et routières, jouent sur la fragmentation des espaces, donc elles ont un impact sur le changement d'usage des sols. Premier élément qu'on a rajouté dans cette nouvelle version de la méthodologie. Et deuxième élément, c'est ce qu'on appelle un incrément. Dans notre jargon, un incrément, ça peut être un bonus ou un malus. En l'occurrence, ce sont des bonus qui viennent transcrire en score NEC des pratiques particulières comme l'utilisation ou l'installation, alors Zach, je vais essayer de trouver la bonne traduction en français, de ponts qui sont installés sur les autoroutes pour permettre à la faune, aux animaux de traverser ces infrastructures autoroutières et donc précisément de limiter les impacts en termes de fragmentation des espaces. L'utilisation, ou juste plus exactement l'absence d'utilisation de produits phytosanitaires qui ont des forts impacts sur la pollution des sols, la pollution des eaux notamment, pour les infrastructures routières ou ferroviaires, puisque c'est des infrastructures qui nécessitent de l'entretien. Ou troisième exemple, des plans de préservation des espèces pour ces différentes infrastructures. Deuxième exemple, qui est celui du secteur de d'électricité, de la production d'électricité plus spécifiquement. Dans la version actuelle, on tient compte pour mesurer la NEC et donc les impacts environnementaux de la production d'électricité à base de charbon, à base de nucléaire, à base de enfin, la production d'électricité d'origine photovoltaïque, éolienne, etc. On regardait trois grands impacts, les impacts sur le climat, la question des impacts sur la biodiversité et la question des déchets séparés en déchets radioactifs, non radioactifs. On a conservé cette même approche environnementale basée sur cette analyse de matérialité dans la V1.1 en y rajoutant un élément supplémentaire qui est celui de l'impact sur la qualité de l'air. La qualité de l'air qui est un enjeu environnemental en tant que tel, d'une part, et qui est également un élément qui a des implications à deux niveaux, qui exerce des pressions sur la biodiversité d'une part, et qui joue également sur le changement climatique. Et c'est quelque chose de très matériel pour la production d'électricité d'origine à base d'énergie fossile, centrale à charbon, par exemple. Et c'est un exemple le plus symptomatique, a des impacts particulièrement importants en termes de qualité de l'air. Dernier exemple avant de passer la main à Vincent pour évoquer la question du secteur financier. Dans le secteur de l'agroalimentaire, on tenait compte de trois grands enjeux, le climat, l'eau, la biodiversité, qu'on venait évaluer de manière qualitative par rapport aux pratiques agricoles. Est-ce que un élevage ou une agriculture est conventionnelle ou bio essentiellement? On a poussé une dimension d'aspect plus quantitatif en conservant les impacts sur la qualité, les impacts sur le climat, les impacts en termes de consommation en eau, et cette notion qualitative qu'on vient capturer via les pratiques agricoles. On a réussi à pousser la dimension quantitative via deux éléments, le changement d'usage des sols et l'eutrophisation, qui nous permettent de progresser et d'essayer de pousser, de rapprocher le niveau je dirais, de qualité qu'on a sur la, la compréhension des enjeux en termes de biodiversité par rapport au niveau d'analyse qu'on a sur les impacts sur le climat. Voilà, c'est trois exemples, mobilité, électricité, alimentation, trois exemples concrets pour montrer comment on a poussé le curseur sur le registre de la biodiversité. Deuxième élément qu'on souhaitait partager avec vous dans les 10 grosses minutes qui s'ouvrent à nous, c'est la manière dont, et là je vais pas suite passer la main à Vincent, la manière dont la NEC considère les acteurs du secteur financier.
Merci beaucoup, Clément. Eh bien, rentrons dans le sujet sur ce nouveau référentiel, sur cette extension. Donc, l'ANEC a dédié un nouveau référentiel au secteur financier dans son ensemble. Les activités qui sont couvertes, vous les voyez ici, donc toutes les activités liées aux prêts, aux activités d'investissement, d'assurance et de réassurance, et tout un volet dédié à la partie souveraine. Clément, merci. Sans rentrer dans le détail exactement de comment est-ce qu'on calcule l'activité, c'est pas l'objet de vous former aujourd'hui à comment est-ce qu'on calcule, mais vous expliquer quand même quelle est l'approche. Pour calculer le score NEC de n'importe quelle activité, qu'elle soit dans le secteur financier ou en dehors, peu importe, on suit toujours une équation. Alors, elle est propre à chaque activité, propre à chaque secteur, et c'est toujours l'addition de deux éléments. Le premier élément va toujours regarder euh, la chaîne de valeur dans laquelle un produit ou un service s'inclut. Est-ce que je suis dépendant du secteur de l'aviation? Est-ce que je suis dépendant du secteur de l'industrie bovine? Est-ce que je suis dépendant du secteur de l'industrie textile? Voilà, premier élément. Et un deuxième élément qui sera propre à chaque secteur, à chaque activité, qui va regarder la matérialité des impacts environnementaux d'une activité, d'un produit ou d'un service. Donc, si je produis 1 kWh d'électricité d'origine nucléaire, quels sont les impacts associés à la production de ce kilowattheure d'électricité d'origine nucléaire. Voilà, c'est la philosophie globale qu'on a dans le calcul d'une équation de NEC. Quelle chaîne de valeur je desserre et quels sont les impacts associés à un produit ou un service. Je vous propose de regarder un focus sur un des secteurs, donc les activités d'investissement. On a deux approches qu'on propose. La première, c'est j'ai connaissance de toutes les participations, tous les investissements qui sont faits dans une entreprise, au sein de l'investisseur, enfin par l'investisseur. Et à ce moment-là, pour calculer la NEC de l'investisseur, c'est la NEC de ses participations pondérée par ses AUM. Il se trouve qu'on n'a pas toujours accès à ces informations-là. On ne cherche pas toujours à s'auto-évaluer. On peut chercher à évaluer d'autres entreprises. Et à ce moment-là, la NEC a développé une méthodologie qui permet de capter via des proxys des informations qui sont communiquées publiquement par les entreprises du secteur financier, voilà, de l'évaluer sur une échelle de NEC à travers différents éléments de ces politiques d'investissement. Le premier élément va regarder la ventilation géographique. Et ça, on fait appel à le bloc sur le volet souverain, où on va regarder en fonction de si j'investis dans un pays ou dans un autre, dans une activité souveraine, dans quelle mesure les différents États ont une contribution environnementale, et je vais vous partager un petit élément de focus juste après sur les slides d'ensuite. Le deuxième élément, on l'a appelé le Green Asset Share. On va aller capturer, et ça sera amené à se développer de plus en plus, la part des activités qui vont être taxonomie alignée. Voilà. Taxonomie, comme l'a rappelé Clément, classe les activités qui sont vertueuses et donc enfin, qui sont considérées comme étant vertes. Et donc, plus ce taux sera élevé, plus la contribution de cet investisseur sur l'échelle de NEC sera positive. C'est le deuxième élément, enfin, le deuxième élément qu'on vient capturer. Le troisième élément qu'on vient évaluer, ce sont l'ensemble des politiques d'exclusion sur les combustibles fossiles, particulièrement charbon, oil and gaz. Et on le fait notamment avec l'appui des travaux menés par une ONG qui s'appelle Reclaim Finance et qui a mis à disposition du public, de manière publique, avec une méthodologie qui est elle-même publique, une évaluation des politiques d'exclusion sur le charbon, le pétrole et le gaz. Et donc on s'appuie sur ces travaux pour venir convertir cette évaluation-là en score NEC. Et le dernier élément qu'on vient capturer, ce sont les éventuelles certifications
qui peuvent être obtenus par des investisseurs afin de démontrer un caractère mieux-disant sur les pratiques environnementales. Et donc, on a réalisé des évaluations des principaux labels environnementaux à destination du secteur financier et on les a converti ça en Scornac. Clément, s'il te plaît. Merci. Petit focus rapide, parce que le temps file sur la partie souveraine. Comment est-ce qu'on a évalué associé une NEC aux États? On est revenu regarder deux dimensions. Première dimension qui est la fonctionnalité, qui est d'apporter de la prospérité. Alors, on l'a pris à travers un indicateur qui est l'IDH, l'indicateur de développement humain, un indicateur onusien qui permet de mesurer ça. Alors, évidemment, il a des limites, hein, mais ce n'est pas l'objet ici. Et un deuxième indicateur qui vient regarder la notion environnementale, c'est l'empreinte écologique. Alors, on entend souvent parler du nombre de planètes. Voilà. Et on a regardé ces deux indicateurs qu'on a positionnés sur une échelle. Chaque point que vous voyez correspond à un pays. Et en fait, plus un État va optimiser, donc réduire son empreinte environnementale tout en maximisant son indice de développement humain, meilleure sera sa NEC. Voilà. C'est l'approche méthodologique qu'on a mise en place pour construire des scores NEC pour les activités souveraines. Clément. Et on vous propose ici quelques exemples de résultats qu'on a agrégés soit au niveau pays, soit au niveau de macro-zone, que ce soit en fonction du niveau de revenu ou des zones géographiques. Mais on peut passer. Et ensuite, pour terminer cette partie-là, on vous propose un petit exemple, un petit cas pratique pour vous illustrer comment ça peut se matérialiser. Donc, on a calculé la NEC de Swiss Re uniquement basée sur des données publiques. Et donc, on a deux grandes familles d'activités, une famille liée sur l'investissement et une sur l'assurance. On est venu regarder, ce que je vous disais, premier élément, la ventilation géographique de ces actifs. Un deuxième élément sur la partie Green Asset Share, donc les activités qui vont être taxo-alignées ou les activités spécifiques propres à de l'investissement dans des éléments particulièrement ciblés, comme les énergies renouvelables. Troisième élément, les politiques d'exclusion sur les énergies fossiles, avec une différenciation entre le charbon et pétrole et gaz d'autre part. Des éventuels labels ou certifications. Et tout ça nous amène à calculer des scores NEC par activité qu'on réagrège au niveau de l'entreprise et on tombe à une NEC de moins 0,2% de NEC pour Swiss Re. Un petit commentaire sur ce score en se disant tout ça pour ça, une NEC, on arrive à moins 0,2. Par construction, le 0% de NEC correspond à la moyenne mondiale des activités. Ce qui est du secteur des investissements et du secteur bancaire, et particulièrement pour les gros acteurs, en fait, par construction, ils sont tellement gros, tellement, on parle d'acteurs systémiques, hein, ils vont avoir tendance mathématiquement à attirer le 0,0% de NEC à eux, parce que d'une certaine manière, ils contribuent d'une manière significative à le définir. Et donc, c'est pas surprenant qu'on arrive à des NEC proches de 0% pour le secteur financier, en tout cas pour les gros acteurs. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est l'analyse qu'on est capable d'emporter, la compréhension de pourquoi est-ce qu'on arrive là, et d'avoir malgré tout des éléments pour les différencier entre eux. Et j'ai vu passer une question que j'ai pas eu le temps de lire complètement. Pardon. Comment est déterminée la pondération des différentes dimensions environnementales au sein de la NEC? Alors, c'est une très bonne question. Dans ce cas très précis-là, pour la partie investissement, on va pondérer par les AUM. Donc, au sein de cette activité-là, on va regarder tout ce qu'on peut évaluer. La pondération sera faite à travers ce prisme-là. Et ensuite, on va utiliser une deuxième clé d'agrégation quand on va agréger des activités qui sont différentes entre elles, donc l'investissement, l'assurance, où là, on va regarder les revenus. Je pense que la question, Vincent, ne porte pas sur la clé d'agrégation des activités, mais la pondération des différents enjeux, des différentes dimensions environnementales. Ah, pardon, j'ai répondu à la mauvaise question, autant pour moi. La pondération des différentes dimensions environnementales. Alors, est-ce que
ça va être la pondération des différents composants, en fait. C'est bien ça. La question, c'est comment on pondère le climat par rapport à la Alors, par rapport à... il y a... Oui, même, excusez-moi, c'est moi qui posais la question. Oui. Du coup, mais oui, ce que vous venez de dire, Clément, et puis aussi, vous montriez tout à l'heure plusieurs piliers d'analyse, en fait, avec certains qui ajoutent des bonus ou des malus. Et en fait, je me demandais comment vous déterminiez les poids de ces différents piliers d'analyse, en fait. Alors, je vous les appelais, je pense, composantes, effectivement. Mm. Et est-ce que c'est la même chose dans tous les secteurs, en fait? Comment on s'assure de l'homogénéité Ouais, tout à fait. Et Merci beaucoup. merci de cette question, parce que nous passons donc, tu l'auras noté, Marie, dans le dernier quart d'heure consacré aux questions-réponses. Donc merci, Antoine, d'avoir ouvert Parfaite le bal. transition. Comment est-ce qu'on agrège les différents enjeux environnementaux? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, au sens où la science ne dit pas il faut donner 30% au climat, 20% à la qualité de l'air, ainsi de suite. Il n'y a pas de réponse là-dessus. Le parti pris de l'ANEC, il est de dire en fait la matérialité des enjeux, il est variable en fonction d'une activité ou d'une autre. Pour le secteur de la mobilité, la qualité de l'air, le climat seront des enjeux prépondérants, la qualité de l'eau moins. Pour le secteur agricole, le sujet de la qualité de l'eau enfin, de la consommation de la qualité de l'eau est un sujet majeur. Donc on va avoir des pondérations qui vont être variables en fonction des différents secteurs d'activité qui sont évolués. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, il est plus que sur le choix des valeurs, sur la transparence qu'on en fait. On trouvera toujours quelqu'un pour nous dire que les valeurs, les pondérations ne sont pas idéales, qu'on aurait pu accorder plus de poids à tel enjeu, tel ou tel autre. Certes, ce qui est important pour nous, c'est la transparence qu'on en fait. Et dans les quelques 300 pages de documentation qu'évoquait Clément, pour chaque enjeu, pour chaque secteur, vous allez retrouver l'information du poids qu'on accorde à chacune des composantes. Et c'est cet élément-là, pour nous, qui fait le gage d'opposabilité de la méthodologie. En fait, on est sur une base transparente et commune de discussion. Alors certes, on peut être en désaccord, mais néanmoins, il est partagé. Et tout dernier élément de réponse là-dessus, comment est-ce qu'on choisit, in fine, méthode du consensus, c'est-à-dire d'experts. Voilà, on réalise des interviews, on échange avec des gens, on discute et on va être sur des ordres de grandeur. Souvent, on sera sur une approche un tiers, un tiers, un tiers ou 50, 25, 25. Voilà, c'est les approches qui seront retenues au final. Merci. Si vous avez d'autres questions, je crois que les micros sont ouverts. Oui, vous pouvez ouvrir vos micros. Oui, Alix. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation qui était très claire. Vous m'entendez bien là? Pas très très bien, mais vas-y. Ça a l'air d'aller. Donc j'avais deux questions moi, principalement. Donc merci pour cette présentation. Je voulais juste savoir combien de sociétés vous couvriez via cette méthodologie. Et deuxième question, comment vous gériez la différence de qualité de la donnée reportée d'une société à l'autre, notamment sur les enjeux biodiversité, donc toutes les questions eau, pollution, qui sont pas toujours très, très bien couverts, enfin très bien reportés par les sociétés. Alors, votre question, Alix, m'amène à préciser une chose sur la gouvernance de la NEC Initiative. La NEC Initiative, en tant que société, notre rôle, nous, c'est d'être un développeur de méthodologie pour le moment. Donc, nous développons une méthodologie et nous attribuons des licences d'utilisation de cette méthodologie à des sociétés de gestion qui décident de l'utiliser en propre et qui, de ce fait-là, déploient leur propre base de données avec un univers couvert qui correspond à leur usage. Petit 1, petit 2 à des cabinets de conseil qui l'utilisent pour leurs clients finaux. Et petit 3 à une société data provider fournisseur de données, Iceberg Data Lab, que certains d'entre vous doivent peut-être connaître, qui est une société un data provider spécialiste des données environnementales qui intègre la NEC dans sa gamme de produits, calcule des scores NEC et les commercialise. Et donc, au fil du temps, Iceberg a déployé l'annex sur un univers couvert d'un peu plus de 3000 lignes. La base, c'était l'indice MSCI World, donc 1500 et quelques valeurs, qu'ils ont augmenté au fil du temps pour arriver à un seuil d'environ 3000 lignes. À noter que nous dévoilons, là, dans le courant du mois de janvier-février, la nouvelle version de la méthodologie, et donc ces bases de données vont être
mises à jour et amplifiées au fil du temps. Petite parenthèse, je l'évoque très rapidement, nous sommes actuellement à une initiative en phase de levée de fonds pour structurer ce business model différemment et à terme reprendre la main sur la distribution des données, mais je ferme cette parenthèse. Sur la qualité des données, pour calculer un score NEC, notamment évidemment des entreprises cotées, un analyste utilise les informations qui sont publiquement reportées par l'entreprise dans ses rapports annuels, dans son rapport RSE ou développement durable, selon le nom que lui donnent les différents émetteurs. Et donc, on part de la connaissance publique des données reportées par les entreprises, sachant que l'ANEC offre également des formes de garde-fous, puisque avant même de calculer la NEC d'une entreprise, nous avons, je vais le dire de manière la plus simple possible, des formes de NEC par catégorie de produits, par catégorie de services, des formes de NEC sectorielles qui permettent d'avoir des repères sur les moyennes par secteur, par produit sur une base mondiale. Et donc, c'est pour ça que je prends cette expression de garde-fou. Ça permet d'effectuer une forme de contrôle sur la pertinence ou la crédibilité de données. Je sais pas si tu veux compléter, Vincent. Ouais, peut-être un complément de réponse aussi sur la transparence ou la profondeur du reporting des entreprises, sur le volet biodiversité particulièrement. Dans les données qui sont utilisées pour calculer le score NEC d'une entreprise, si on prend par exemple le secteur du textile, avec une matérialité environnementale sur l'eau, sur l'eutrophisation, par exemple, on ne va pas aller demander à l'entreprise de nous reporter les mètres cubes d'eau pollués, les surfaces eutrophisées, ou, enfin, ce genre d'indicateurs. On va passer par des indicateurs qui sont différents. Est-ce que vous produisez du coton, ou est-ce que vous produisez du lin, ou est-ce que vous produisez de la fibre synthétique? En fait, comprendre l'activité de l'entreprise, vraiment ce qu'elle fait, et c'est à partir de ces éléments-là, typiquement dans le référentiel dédié à l'habillement, enfin aux fibres textiles, on va associer à différentes fibres différents impacts environnementaux basés sur les empreintes de ces différentes fibres. Donc on passera, la nature des informations qu'on va aller chercher relève plus de descripteurs de l'activité de l'entreprise que du reporting d'impacts environnementaux sur des mètres cubes d'eau et des surfaces artificialisées. Voilà. Ok, Vraiment donc des sur les réponses. données reportées de la société, vous prenez purement des données financières, en fait, c'est ça? Pas que financières. Pas que financières. Et En des fait, inventaires ou... idéalement, si on reste, je continue sur le secteur du textile, la matérialité, elle va être sur les tonnes de fibres. Et donc, du coup, ce qu'on va chercher idéalement, ça va être à l'entreprise, enfin, demander à l'entreprise de nous communiquer, et certaines entreprises le font, les tonnes de coton, les tonnes de lin, les tonnes de polyéthylène, les différentes tonnes, enfin, le tonnage de fibres, ce qu'elle met sur le marché, parce que la matérialité environnementale est associée à ces volumes physiques-là. L'ANEC évalue des fonctionnalités, et donc on essaye de se rapprocher de données physiques. Toutes les entreprises ne reportent pas sur ces données physiques-là, sur ces quantités-là, ces volumes-là. Et à ce moment-là, oui, on passe sur des données de chiffre d'affaires par typologie de fibre, par exemple. Ok, merci beaucoup. Très clair. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste un peu de temps, donc on est preneur de vos questions ou commentaires. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'aurais une question. Je me posais la question. Déjà, peut-être que vous pouvez donner juste une estimation. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le faire, mais du score moyen sur le secteur financier pour qu'on se rende compte un peu de où se situe Swiss Re. Et peut-être la deuxième chose, ça serait de savoir, si vous pouvez nous expliquer rapidement, comment vous faites pour mesurer Green Asset Share et les exclusions énergie fossile sur tous les assets under management, tous les AUM, pour tout couvrir. Alors, première partie de la question, comment se positionne Swiss Re dans son écosystème du secteur financier? Par construction, la moyenne est à 0. C'est une des données de construction d'entrée de la méthodologie. On positionne le point 0% comme étant la moyenne d'une fonctionnalité d'un secteur pour avoir justement ce point de repère et qui soit justement comparable d'un secteur à l'autre. Donc, comment il se positionne? Extrêmement proche de la moyenne de son secteur, ce qui est
peu étonnant. Ce que je voulais dire, c'était par rapport au calcul que vous avez fait là actuellement sur le secteur finance, les acteurs que vous couvrez. Est-ce que vous avez calculé une moyenne des NEC que vous avez calculé? Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle version, là, on en a encore calculé assez peu. On l'a testé sur une petite dizaine d'entreprises, une quinzaine, je ne sais plus exactement. Mais on s'attend à ce que statistiquement, cette moyenne tombe à 0 quand on aura un nombre suffisamment grand d'entreprises. Il y a un point, pardon, le 0% correspond à la moyenne de chaque secteur, mais l'écart type à la moyenne diverge considérablement d'un secteur à l'autre. Dans le secteur de la production d'électricité, un pur player du charbon, il sera à moins 100. Je schématise. Un pur player du charbon sera à moins 100, un pur player de l'hydroélectrique sera à plus 100. Dans le secteur financier, si on prend tous les grosses sociétés, enfin sociétés de gestion, qu'elles soient petites ou grosses d'ailleurs, mais très diversifiées en termes de secteur dans leur participation, les grosses compagnies d'assurance et les grosses banques, par définition, alimentent, financent l'économie mondiale de manière indifférenciée. Donc elles sont assez proches de 0 et l'écart type sera beaucoup plus faible qu'il ne peut l'être dans le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la production d'électricité, le secteur de l'immobilier, etc. Néanmoins, sur la quinzaine d'entreprises qu'on a notées sur ce secteur-là spécifiquement, on a des écarts de l'ordre d'une quinzaine de points. Certains, moins 5% de NEC, d'autres à plus 15, à plus 10, ce qui est très significatif sur un secteur de ce type. On n'a pas refait l'exercice, mais je vais la citer, de la Umweltbank, pardonnez mon accent germanique de très piètre qualité. La Umweltbank est une banque qui, comme son nom l'indique pour ceux qui sont germanophones, ne finance que des activités, je vais schématiser, mais des activités vertes. Et donc, de ce fait-là, reporte très précisément sur les activités qu'il finance. Et donc, on peut calculer la NEC de la Umweltbank qui ne va financer que des programmes d'énergie renouvelable, des mobilités douces ou ce genre de choses. C'est une banque hyper spécialisée, très spécifique, qui va avoir un score NEC très élevé. Mais c'est vraiment un cas atypique. La NEC de HSBC, Société Générale, Lloyds, Barclays, BNP Paribas, là, je ne prends que des banques. Avant même de la calculer, on sait qu'elles seront dans une fenêtre moins 10 plus 10 peut-être, mais on n'aura pas du moins 30 ou du plus 60. Il y a plusieurs mains qui se sont levées. Je te laisse faire l'arbitre, Marie. Ouais, bien sûr. Non, parce qu'il y avait une deuxième partie de la question, mais peut-être qu'on peut prendre la question et on viendra après sur la question de la couverture, comment vous faites pour couvrir tous les actifs. Non, mais pas de problème. Donc, Mariana, tu voulais poser une question? Oui, merci pour la présentation. Très intéressant de voir ce que vous faites sur la biodiversité. Et déjà, je ne connais pas très bien le NEC, donc désolée si la question est assez simple. Mais pour la biodiversité, enfin, vous appliquez un système de bonus-malus. Donc, est-ce que ça veut dire que vous regardez non seulement les impacts négatifs à travers les 5 pressions, mais vous allez aussi regarder la contribution réelle. Ça veut dire, enfin, une contribution assez pure et non liée à le fait d'avoir une pratique moins impactante. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Alors, je crois avoir compris. Et du coup, je me lance dans la réponse. Un élément important à avoir en tête, la NEC est un indicateur relatif. C'est un élément important, d'où cette logique de bonus-malus que j'évoquais tout à l'heure pour simplifier les choses, sera toujours établie de manière comparative par rapport aux acteurs d'une même chaîne de valeur. Pour mesurer les impacts sur la biodiversité, on le fait de manière quantitative dès lors qu'on peut le faire. On prenait l'exemple tout à l'heure de la question de la consommation en eau dans le secteur agroalimentaire, c'est quelque chose qui est très quantifiable. Quelle est l'empreinte eau de la fabrication d'un kilo de tomates, d'un kilo de bœuf, d'un kilo de carottes ou de lentilles, selon qu'ils soient pratiqués ou cultivés sous tel type de pratique agricole, c'est quelque chose qui est très quantitatif. Donc, quand on peut le quantifier, on quantifie. Les impacts sur la pollution de l'air, on va mesurer les émissions en termes de particules fines, NOx, SOx, PM10, c'est très quantifiable. Quand on ne peut pas quantifier, on passe par des approches qualitatives.
Je vais encore prendre l'exemple du secteur de l'agroalimentaire. Dans notre méthodologie, on va détailler, expliquer quels sont les impacts positifs, les bienfaits ou les limites de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture bio et de différentes pratiques d'agriculture régénérative. Et on va attribuer, et ça on le fait en travaillant avec des experts, des scores NEC qui pour le coup ne sont pas établis de manière quantitative, parce que ce n'est pas traduit en données physiques. On n'additionne pas des litres d'eau, des émissions limitées ou des différents éléments quantitatifs, c'est du qualitatif pour aller mesurer quels sont, transcrits dans un score NEC, et de manière relative, l'apport positif de l'agriculture bio par rapport à l'agriculture conventionnelle et de certaines pratiques d'agriculture régénérative par rapport à l'agriculture bio, ce qui nous permet de les comparer. Donc quantitatif dès lors qu'on peut le faire, qualitatif ou semi-qualitatif en passant par l'usage de certification ou de labellisation qu'on vient transcrire en score NEC par exemple, et le tout dans une logique relative. Donc l'idée étant de pouvoir comparer des produits, services ou pratiques les unes par rapport aux autres. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. On a une dernière question, si vous voulez bien la prendre, de Bien sûr. Antoine Beaugendre. Oui, merci beaucoup. Désolé, je fais un peu dépasser le temps, mais j'ai bien compris en fait la logique. Hein. Je pensais à un portefeuille bancaire en fait avec ce qu'évoquaient à la fois Vincent et Clément. Et je comprends bien que l'écart type va dépendre finalement des secteurs auxquels chaque banque va prêter en fait, et que puisque vous avez déjà la méthodologie sur les autres secteurs, on peut finalement par pondération calculer ça, mais il me semble qu'il y a une difficulté qui est que dans les bilans bancaires, il y a une partie non négligeable qui est représentée par du crédit au logement. Et je voulais savoir comment est-ce que vous traitiez cet aspect-là, parce que du coup c'est un peu plus difficile, parce qu'il n'y a pas d'équivalent coté en fait sur lesquels on peut se baser. Comment est-ce que vous pondérez l'activité crédit immobilier, crédit au logement, vos activités? Alors, on a un référentiel dédié à toutes les activités bâtiments immobiliers. Et donc, l'activité intrinsèquement, on l'évalue sans rentrer dans le détail, mais le premier, enfin, c'est le niveau de performance énergétique des bâtiments et de consommation. Donc, c'est ça qui sera des éléments, si on a accès à ces informations-là, d'évaluation du score NEC, et comment est-ce qu'on le pondère. Enfin, cette activité-là relativement aux Oui. autres, c'était ça la question? Non, c'était ça en fait, mais parce que souvent dans le crédit au logement au particulier, qui est quand même la majorité des crédits bancaires pour une banque un peu universelle, on n'a souvent pas tellement l'information de la performance énergétique du bâtiment. Donc j'imagine que vous prenez des moyennes nationales ou des choses comme ça, c'est ça? Ouais. Complètement. Ouais, Oui, d'accord. tout à fait. Ok. Alors, Merci. on a une règle d'or à l'annexe, c'est qu'on on s'interdit pas de passer par des proxys, notamment pour ce que vous venez d'évoquer, c'est un exemple. Et on aborde systématiquement l'option la plus conservatrice. D'accord. Donc, quand on a un doute ou quand on est dans une situation où il est nécessaire de poser des proxys, on prendra systématiquement le proxy qui nous amène au score NEC le plus faible, Ok, d'accord. parmi différentes options, dans une logique de tout simplement pour se prémunir contre toute tentation de greenwashing. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et ce qui est également une prime au reporting. C'est-à-dire, plus une entreprise reporte, plus ça nous amène D'accord. à affiner généralement positivement le score d'une entreprise. D'accord. Merci beaucoup. Je pense Merci à tous. qu'on va s'arrêter là. Merci vraiment à vous deux. Du coup, je pense que vous allez pouvoir on va pouvoir vous diffuser la présentation. Et n'hésitez fait. pas si vous avez des questions également à l'issue du webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci.